Et bonjour à tous, bienvenue encore une fois, c'est encore nous, comme Jesse et James de la Team Rocket pour ces previews NFL 2026. Aujourd'hui, place à d'abord Tristan et aussi place à la NFC North. Salut Tristan, comment vas-tu? Salut mon Maxou, ça va bien et toi? Oui, ça va depuis quelques minutes que nous avions fait la NFC West, là autour d'une autre bonne division, où il y a des choses plutôt sympas à dire, où les quatre équipes, Oui, pour le coup, oui, très juste. ont, On en parlait comme ont des forces. peut-être la division la plus relevée il y a 1 ou 2 ans. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit encore le cas, mais ça reste une division qui va être serrée en tout cas. Oui, en effet, ça va être serré, tout autant que tous leurs records quasiment, hormis les premiers qui eux étaient, 1 loin devant. En parlant de records, passons à l'équipe qui a fini, dernière de la NFC Nord l'année dernière et c'est les Detroit Lions qui, pour le coup, sont passés de premier de la conférence à dernier de leur division. Alors, ils sont en 9-8, donc c'est à dire qu'ils sont en positif quand même. Tu es en 9-8, tu étais dernier de ta division, pour vraiment, pour vous dire que toutes les équipes, ont vraiment, de très bonnes forces. Les Detroit Lions, alors, que dire sur eux? Bon, ils ont un nouveau, offensive coordinateur, en la personne de Drew Petzing, l'ancien offensive coordinateur des Cardinals. Oui. Ils ont toujours Dan Campbell, Kelvin Shepard. Cette équipe-là, l'année dernière, il y a eu beaucoup de blessés et ça, j'ai l'impression un peu, enfin moi tu me diras Tristan, mais que la recette Dan Campbell, on a vu ses limites et commencer un peu à s'essouffler, durant toute la saison 2026. Donc, tu penses que c'est dû à quoi toi? Alors moi je pense que déjà la plus grosse différence, on l'avait dit déjà l'année dernière, mais ce qui a eu lieu entre 2024 et 2025, c'est évidemment la perte de Ben Johnson, puisque même si Dan Campbell c'était le head coach, je trouve que le génie offensif des Lions, c'était sans aucun questionnement, sans aucune remise en question, c'était Ben Johnson. Et quand il est parti, on a vu, même s'il y a quand même, je pense à Hank Freiley, je pense à il y a d'autres éléments qui sont restés dans ce staff, mais on a vu un gros step down dans l'attaque des Lions. Et d'ailleurs, Dan Campbell, je crois, a repris même le play calling lui-même en milieu de saison. Donc, c'est pour dire quoi, que il y a eu un avant et un après Ben Johnson et on l'avait un petit peu, pas, je ne veux pas dire qu'on l'avait prédit, mais on avait mis en garde sur le fait que les Lions, en 2025, ça n'aurait pas été la même chose et on s'attendait à une régression. Donc je ne veux pas dire que j'ai été très surpris. Par contre, au niveau de la défense, c'est vrai qu'il y a eu des blessés, mais j'ai été assez déçu en vrai de la première saison de Kelvin Shepard en tant que défensif coordinateur, qui remplaçait Aaron Glenn et ça n'a pas été grandiose, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est vrai. Après, je pense que tu as été un peu trop modeste aussi parce qu'on avait un peu c'était une de nos hot takes, du début de la saison. On avait dit que les Lions n'iraient pas en playoff. C'était comment ça s'appelle? Les postes, où on a overreact par rapport à Oui, là où c'était quoi? C'était, ouais, c'était nos week 1, c'était nos overreact, voilà. ouais. Les, takes, comment dire? Où on se prononçait trop vite, quoi. Ouais, je me rappelle plus Voilà. comment on avait appelé ce post, mais il faudra qu'on le refasse, il était chouette. Oui, exactement et du coup, ouais, on avait un peu, prédit, tu perds, durant la saison 2025, tout le monde a dit: «C'est sûr à 100 que Ben Johnson étant un génie, offensif et qui fait de ces Lions-là une, top attaque de la ligue», du coup, prennent un poste en tant que head coach. Il le fait et d'ailleurs, il arrive dans la division Eh oui, et lui redevient premier. oui. Donc il était premier en 2025, là, chez les Bears, il est encore premier. Et là, du coup, ça a un peu moins fonctionné et j'ai trouvé d'ailleurs que Jared Goff avait été moins bon que les années précédentes. C'est peut-être aussi, dû à ça. Il y a du Amon-Ra St. Brown qui a pas performé autant, qu'avant, aussi.
Donc il y a plein de choses qui peuvent s'expliquer. Il y a aussi le fait que leur ligne a été un petit peu remaniée alors qu'ils avaient une des 5 meilleures O-line de toute la ligue, quoi. Mais bon, ils peuvent toujours quand même compter sur du Aidan Hutchinson, sur des très bons joueurs comme ça, sur leur paire sur Kirby Joseph et Brian Branch aussi, qui sont très très forts. Donc voilà, là c'est comme tu as dit, ça c'est un peu casser la gueule. Et aussi, il faut le dire, tu joues contre les Vikings, contre les Bears et contre les Packers et t'es pas sûr de gagner tous les matchs parce que aussi, ça travaille bien de l'autre côté de la NFC Nord. Ouais, c'est sûr. Pour moi, c'était vraiment le schéma le plus gros responsable de l'échec de 2025. En tout cas, enfin, des deux côtés du ballon, mais surtout en attaque. Et cette intersaison, il n'y a pas eu, du coup, hormis Drew Petzing, il n'y a pas eu de gros changements sur le coaching staff. Et Drew Petzing, on a vu chez les Cardinals qu'il avait réussi à faire une très très bonne saison à Trey McBride. Donc, du côté du jeu de passe, je peux m'attendre à quand même quelque chose de globalement efficace, notamment peut-être une très bonne saison de Sam Laporta, on va voir. En revanche, moi, c'est le jeu de course qui m'avait fait peur l'année dernière, enfin qui m'avait déçu chez les Cardinals. Et là, normalement, on a une bonne O-line et un des meilleurs, si ce n'est le meilleur peut-être pour certains, running back de la ligue avec Jahmyr Gibbs. Et donc, même s'il y a eu un petit remaniement, puisqu'il y a Cade Mays qui remplace Graham Glasgow, et il y a Blake Miller qui arrive au poste de right tackle, et du coup Penei Sewell qui lui prend le poste de left tackle, ce qui était normalement le plan, hein. Donc il va y avoir un peu de changement, mais normalement, c'est quand même des meilleurs éléments que ce qu'on avait chez les Cardinals pour Drew Petzing l'année dernière. Et donc j'ose espérer que le run game sera quand même compétent. Ce qui m'inquiète, c'est peut-être plus cette défense, puisqu'il y a eu pas mal de départs, que ce soit Alexandre Zalone, Amik Robertson, DJ Reader ou Roy Lopez. Il y a eu quand même pas mal de départs et pas énormément d'arrivées, si ce n'est celle d'Eric Moore et Jimmy Rolder. Je crois 2 joueurs de Michigan. Oui, et moi je vais te compléter sur Drew Petzing. Alors chez les Cards, c'est vrai que ça n'a pas bien fonctionné. C'était un maillon faible un peu parce que en attaque, il n'arrivait pas à faire fonctionner cette attaque. Mais comme tu as dit, elle était beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de talent dedans. Et le seul énorme talent qu'il y avait, c'est Marvin Harrison qui n'a pas progressé d'un iota durant sa saison sophomore. Donc voilà, là, comme de Drew Petzing, en fait, il fait partie de l'arbre Kevin Stefanski un peu. Donc, qui dit Kevin Stefanski dit aussi que Gary Kubiak, du coup, Kubiak père. Donc, ça va jouer West Coast aussi, comme on l'avait dit lors de la, comment ça s'appelle, lors de la NFC West avec Clint, du coup, Kubiak. Mais là, Drew Petzing, je pense qu'en West Coast offense pour les Lions, je pense que ça peut complètement fonctionner. Ils ont toujours Jahmyr Gibbs qui est allez, un des trois meilleurs, c'est un des tout meilleurs running back de la ligue, quoi. Voilà. Ils vont pouvoir aussi, comment dire, faire des jeux, surtout play action, tout ça. Donc, c'est sûr que si tu feintes de faire la passe au meilleur running back de la ligue, ça va laisser quelques ouvertures pour Amon-Ra St. Brown dans le slot. Voilà, je pense que la West Coast Offense peut vraiment fonctionner avec cette équipe-là, comme tu as dit, tant que la ligne est bonne et que les armes sont bonnes, quoi. C'est les Lions, donc il y a de très bons joueurs. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Je crois qu'on a déjà fait le tour pour les Lions, parce que finalement, il n'y avait pas eu énormément de changements. Il y a David Montgomery qui est parti aussi, mais remplacé par Isaiah Pacheco. Isaiah Pacheco. Moi, je trouve que c'est un peu un downgrade, mais bon, pour un power back sur des 3e et 1, pourquoi pas. Euh, je pense que du côté de la mentalité, avec Dan Campbell, ça va matcher. Reste à voir si le niveau va suivre. Mais bon, je pense que c'est une équipe qui devrait au moins égaler son bilan de 2025. Donc, je verrai 9 victoires aussi. Mais je ne suis pas sûr qu'elle le dépasse de beaucoup. Donc, je m'attends, ouais, à peut-être un genre de stagnation pour les Lions et une saison peut-être assez similaire.
Et j'espère que l'offense ne va pas continuer à aller en s'appauvrissant. Mais il va leur falloir une bonne performance défensive parce que, comme tu l'as dit, il y a du monde dans cette division. Oui, je te rejoins aussi. Je pense personnellement que ça reste, toujours une équipe, pas top 2 de la division. Je pense que 2 équipes sont au-dessus. Mais comme toi, c'est Dan Campbell avec de très bons joueurs comme, Jahmyr Gibbs, Jameson Williams, Amon-Ra St. Brown, une très bonne ligne, tout ça. Donc comme toi, vraiment, je vois un 9-8. Je les vois pas comme pareil que toi, je les vois pas aller au-delà de ça parce que les matchs maintenant contre les Packers et désormais contre les Bears, c'est très compliqué. Donc non, ouais, pour moi, que comme toi environ, vas-y, je dirais pour être un peu plus clément, je dirais 10 victoires. 10 victoires, Ouais, 7 défaites. mais c'est un peu le point faible des head coach avec la mentalité un peu CEO qui font vraiment vendre leur projet aux joueurs par de la motivation et tu vois, tu as envie de casser un mur en briques pour ton coach. Ça peut marcher, mais le jour où les bons coordinateurs s'en vont, on l'a vu avec John Harbaugh, Mike McDonald est parti, ça s'est un peu cassé la gueule. On l'a vu là avec Dan Campbell, quand Ben Johnson est parti, ça s'est un peu cassé la gueule. J'ai peur que la recette de Dan Campbell de voilà, motiver les troupes par la un peu, pas la haine, mais tu sais, l'engouement, etc. J'ai peur que ça s'essouffle un peu quand ton groupe reste le même pendant longtemps et que tu perds ton petit génie sous ton aile. Donc voilà, je pense les Lions, pour moi, ça va rester un petit peu similaire à l'année dernière, sans trop d'amélioration. Et on va passer du coup aux Vikings, Oui, qui ont terminé troisième. juste la dernière phrase, c'est je vois les Lions s'arrêter aux portes des playoffs et ne pas y accéder, pour Ouais, ma part. genre Voilà, 6-8 ou 6-9, quoi, par là. voilà. Ok, bah, c'est à peu près la conclusion que j'ai. Je les vois en 9-8, peut-être 17 max, mais je les vois pas aller en playoff. Pareil, du coup, comme tu as dit, on peut passer aux Minnesota Vikings qui se sont retrouvés au même bilan, 9-8, avec du Carson Wentz, avec du JJ McCarthy. On ne sait pas trop ce qui se passe dans cette équipe-là. On ne sait pas si on a un franchise QB ou pas. Là, ils ont fait venir quelqu'un de très intéressant. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, Tristan? Ouais, pourquoi pas, je te rejoins complètement. Et surtout, 9-8, c'était pas si mal, compte tenu de ce qu'on a vu des Vikings l'année dernière. On ne dirait pas, mais ils ont fini en positif, alors que, je sais Ça pas, partait mal. ouais, ça partait mal. Et moi, quand j'essaye de me rappeler de la saison des Vikings, tu vois, quand j'ai vu 9-8, je me suis dit, ah, tiens, j'aurais dit moins, comme ça, j'aurais dit 7-10 ou 8-9, mais je me rappelais plus qu'ils étaient en positif presque. Et donc, ils ont fait finalement, le bilan était pas si horrible, malgré une saison quand même assez difficile, notamment au poste de quarterback. Ah ben c'est clair. Mais là, je pense qu'on peut y aller. Bon, ils ont toujours bien sûr Brian Flores en tant que DC. Il peut te faire gagner des matchs, même en n'ayant pas une défense stratosphérique non plus. En termes de talent, je parle, en termes de talent ou de joueurs, tout ça. Sachant qu'ils ont perdu beaucoup de monde. Ils ont fait venir le first overall pick de la draft 2019, Kyler Murray qui s'est fait cut de chez les Cards et ils l'ont pris pour un contrat vraiment, vraiment pas Dérisoire. mal. Voilà. Donc, je pense que ça peut permettre aux Vikings et à Kevin O'Connell surtout, parce qu'ils ont toujours Kevin O'Connell qui est comme Tristan, toi tu l'aimes bien, qui est un bon coach. Je pense que ça peut cliquer, de suite parce qu'on sait que quand même Kyler Murray, même s'il se blesse souvent, même si il est allé qu'une fois en playoff, je crois, ou voire même pas, je crois il est Si, allé si, ils une y sont allés. fois, mais il a perdu direct. Donc ouais, je pense que chez les Vikings quand même, ça peut fonctionner. Ils ont recruté Jawan Jennings aussi, donc du coup, ça va faire un sacré trio avec Jordan Addison, JJ, donc Justin Jefferson, et Jawan Jennings, un autre JJ. Donc ça peut cliquer. Juste, faut Jordan Mason, Aaron Jones, je demande à voir en plus, mais je pense que Kevin O'Connell va pouvoir avoir une attaque à minima average lors de la saison 2026. Le problème va être un peu au niveau du talent des joueurs et surtout en défense, je trouve.
Ouais, ben moi je te rejoins complètement sur ton analyse parce que c'est vrai que du côté de la défense, ils ont perdu beaucoup de vétérans, notamment sur la D-line, puisque Jonathan Greenard, il a été trade aux Eagles, il me semble, et ils sont également séparés de Javon Hargrave, Jonathan Allen et peut-être Harrison Smith aussi, si je dis pas de bêtises. Je crois pas qu'il ait re-signé chez les Euh, Vikings. je crois qu'ils attendaient le 1er juin pour le re-signer, ou soit le cut, mais un des deux, je vais aller voir ça le temps que... Ouais, bon en tout cas, moi je crois qu'il est plus là et c'est normal puisqu'il avait bientôt 35 ou 36 ans, ce safety-là. Donc enfin, j'ai peur de dire des bêtises sur les chiffres, mais en tout cas, il était vraiment sur la fin de la carrière et donc ça a été remplacé par beaucoup de rookies, que ce soit Caleb Banks ou Dominic Orange sur la D-line. Il y a Jake Goldey qui a été sélectionné aussi, au poste de linebacker et Jacoby Thomas au poste de nickel/safety et donc bah, il va y avoir beaucoup de pression sur les rookies à performer directement et moi, je m'attends à avoir une offense efficace, une offense qui roule parce que Kevin O'Connell, il a su faire fonctionner des quarterbacks qui avaient même aucune expérience de son playbook. On a vu avec, c'était avec Josh Dobbs, je crois. Avec Josh Dobbs, ouais. Avec Wentz aussi. Il arrive la veille et il gagne le lendemain, quoi. Alors que c'était pas un match facile et au final, il s'en est très bien sorti. Donc je pense qu'il peut très, très bien faire fonctionner son schéma sur les forces de Kyler Murray. Euh, donc, enfin, j'ai trouvé que la free agency était globalement correcte, même s'il y a eu beaucoup de départs parmi les vétérans. Et la draft, par contre, un peu mi-figue, mi-raisin. En fait, beaucoup de prise de risque, avec un profil comme Caleb Banks notamment. Mais si ça fonctionne, ça pourrait vraiment payer de grosses dividendes sur le futur. Donc moi, c'est une défense que j'aime bien, mais qui est vraiment jeune et assez inexpérimentée en dehors de Andrew Van Ginkel et quelques gros cadres. Il y a quand même beaucoup de jeunes et de rookies. Même un joueur comme Dallas Turner, qui a maintenant déjà 2 ou 3 saisons, enfin 2 saisons en NFL, il a que 23 ans parce qu'il a été drafté très très jeune. Donc, il faudrait que, idéalement, il faudrait que ce vivier de jeunes défenseurs chez les Vikings arrive à vite prendre un petit peu le pas et la vitesse de NFL. Et donc, voilà, moi, je m'attends à avoir une attaque plutôt efficace, au-dessus de la moyenne. Par contre, une défense qui va peiner, surtout en première partie de saison. Et donc, je pense que c'est ça qui va leur faire un petit peu défaut. Donc, je m'attends pareil à un bilan autour de 9-10 victoires par là. On pourrait avoir une bonne surprise en plus. Franchement, les Vikings, moi, ça fait partie des équipes qui pourraient surprendre, je pense, s'il y a un gouffre qui se crée, parce qu'il y a une des deux équipes dont on va parler après qui se casse la gueule en NFC Nord. Je pense que les Vikings, à l'instar d'une équipe comme les Steelers, ils pourraient, tu vois, se faufiler et faire comme ça, sans crier gare, une saison à 10 victoires, et hop, un petit seed 7 en playoff qui se dessine. Je ne serais pas le plus étonné du monde. Je pense pas que c'est ce qui va se passer. Je pense qu'ils vont rater les playoffs de quelques matchs, mais je suis pas non plus complètement étonné si jamais ils arrivent à se faufiler. Ok, ben, premier convergence entre toi et moi. Malgré le fait que j'aime bien cette attaque, j'aime bien le coach offensif, donc, et même enfin, leur head coach Kevin O'Connell, bien sûr. J'ai du mal à voir cette équipe. Comment dire? En fait, je les vois quatrième de leur division, et c'est ça qui est dur, c'est que quand tu as quatre bonnes équipes, ou alors enfin, mid plus, c'est dur de pronostiquer laquelle va être la quatrième, parce que par exemple, sur la NFC West, on sait que c'est les Cards qui vont l'être, mais là, c'est un peu dur. Moi, je vois que je pense que c'est eux qui vont un peu se casser la figure, dû à, comme tu as dit, en fait, leur défense, j'arrive pas à voir des points forts, hormis leur défensif coordinateur. Peut-être que Brian Flores va me surprendre, mais bon, si je devais miser sur une équipe qui vraiment est en négatif dans ces quatre, je dirais que c'est les Vikings, malheureusement. Ils Parce que je pourraient pense, encore tous les quatre finir en positif en plus, hein. oui, les quatre pourraient finir en positif, mais ouais, je sais pas pourquoi. Je me dis que peut-être que l'attaque, elle va mettre un peu de temps à cliquer, mais le temps après, tu vas jouer peut-être contre des grosses équipes. J'ai vu le calendrier, en général, ça va.
Mais bon, ouais, je sais pas pourquoi, mais je pense aussi, bah, comme ça, je me lance comme ça à dire n'importe quoi, autant aller jusqu'au bout si jamais je me trompe. Mais je pense que c'est la dernière saison de Justin Jefferson chez les Vikings, je pense. Je pense qu'il va être trade. Et je pense que ça sera bien pour lui et pour les Vikings parce qu'on sait que ben, les Vikings, déjà, ils ont Jordan Addison et Jawan Jennings. Et que, un peu comme les Chiefs, ce qu'on a dit pour les Chiefs, euh, si tu t'en sépares maintenant, si tu le trades, il vaut encore énormément, malgré un contrat très bien garni. Donc voilà, c'est ma petite hot take. Si jamais je me trompe complètement, je prendrai une sauce méritée, si vous voulez. Mais si jamais j'ai bon, je pourrais bomber le torse un peu. Voilà. Ouais, bah, sur le bilan, en vrai, c'est possible que l'avenir te donne raison. Mais j'avoue, le dernier truc dont on n'a pas parlé, que j'aimerais bien mentionner, c'est le nouveau general manager des Vikings, puisque certes, il est arrivé après la free agency et après, enfin, après les premières vagues de free agency et après la draft. Donc, il vient d'arriver là. Mais c'est Nolan Teasley qui est numéro 2, enfin, qui était anciennement numéro 2 chez les Seahawks et qui a fait un très très bon travail. Souvent, les general managers, ce n'est pas les gens les plus connus, et alors les assistants general managers encore moins, mais moi je le connais parce que je suis beaucoup Seattle, et je peux vous dire que c'est une très très bonne pioche pour les Vikings, et donc je m'attends à ce que les choix qui soient faits pour l'avenir soient judicieux pour les Vikings, même s'il va y avoir un petit temps d'adaptation évidemment, c'est un rookie GM, mais personnellement, j'ai confiance en ce qu'il a fait chez les Seahawks et je pense qu'il pourrait répliquer ce succès chez les Vikings. Et j'avoue, s'il y a un receveur que je vois partir après cette saison de Minnesota, c'est plus Jordan Addison qui ne sera pas re-signé, à mon avis, plutôt que Justin Jefferson qui est encore très bon et qui a maintenant un contrat presque avantageux pour les Vikes. Donc, je pense que ce ne sera pas la dernière saison de JJ, moi, personnellement. Et on verra Et bien. tu as le droit. Pour l'instant, je pense que la cote t'est plus favorable plutôt qu'à moi. On peut passer du coup au Aux Green Bay, Packers. Eh oui. au Green Bay Packers. Voilà. Si vous avez entendu un son de cloche, par exemple sur Twitter ou tout ça, sachez que ici, on aime vraiment bien Matt LaFleur et le coaching staff des Green Bay Packers. Le problème l'année dernière, pour moi, c'était surtout de la gestion pendant les matchs, quoi. Enfin, comment dire, la stratégie durant les matchs, comment tu t'adaptes, tout ça. Mais quand même, c'est une très bonne équipe. C'est une des deux meilleures équipes. Ils ont fini en 9-1-7. Et ils étaient très bons. Je crois qu'ils avaient perdu que 3 matchs avant que Mike Parsons s'il se blesse. Et après, ben, ils ont quasiment perdu tout leur dernier match. Tristan, toi, qu'est-ce que tu en penses du choix des Packers d'avoir pas re-signé, mais d'avoir laissé Matt LaFleur en place? Moi, je pense que, en fait, tu peux virer un head coach si tu n'es pas satisfait, mais tu ne peux pas virer un head coach sans avoir de meilleures solutions à proposer. Et en l'occurrence, je ne suis pas sûr que parmi les head coachs qui ont été embauchés cette année, je ne suis pas sûr qu'il y en avait un qui te donnait des meilleures perspectives que de garder Matt LaFleur. Donc, contrairement à un Mike Tomlin ou un John Harbaugh qui était en place depuis presque 20 ans, là, tu as un head coach qui, quand même, sur toutes les années où il a été là, ok, il n'a jamais gagné du Super Bowl, mais tu n'as jamais été mauvais. Tu n'as jamais vu les Packers mauvais avec Matt LaFleur. C'est peut-être même un des head coachs qui a le meilleur ratio victoire-défaite à l'heure actuelle. Je pense qu'il est parmi les meilleurs. Et donc, même si voilà, ça peut être frustrant de perdre, je pense que les Packers sont loin d'être sont loin d'être des cancres en NFL. Et donc, même si voilà, tu peux avoir un petit caprice des fans de vouloir changer de visage pour changer de visage, je pense que euh, au final, ils s'en seraient sortis encore moins bien avec quelqu'un d'autre que Matt LaFleur. Et je suis sûr que Matt LaFleur, lui, il aurait retrouvé du travail ailleurs. Il y a une équipe qui aurait été très, très heureuse de l'embaucher comme ça, tombé du ciel. Donc, personnellement, moi, je valide le choix de l'avoir gardé. D'accord.
Euh, je te rejoins sur ça aussi. Il y a eu du changement parce que Jeff Hafley, une très bonne, pas surprise parce qu'on le connaissait, mais Jeff Hafley, qui a fait les beaux jours des Packers en tant que défensif coordinateur, est parti en tant que head coach chez les Miami Dolphins. Oui. Du coup, là, ils ont fait un move que j'apprécie vraiment. Ils ont fait, pas, ils ont fait venir, pardon, Jonathan Gannon, l'ancien head coach des Cardinals, en tant que défensif coordinateur, et Jonathan Gannon a fait venir Bobby Babish des Bills en tant que secondary coach. Sachant que les Bills, pour ceux qui ne le savent pas, étaient la meilleure défense contre la passe l'année dernière en termes de yards. Donc pour moi, je pense que cette arrivée, enfin, ces deux arrivées peuvent pallier l'absence et le départ de Jeff Hafley. Et je pense que leur point faible aussi en O-line, je pense que même s'il a été pas mal critiqué, Luc Butkus, je pense qu'il il est assez expérimenté pour essayer de mettre des joueurs au bon endroit. On a vu que Aaron Banks, il n'avait pas été bon du tout. Sean Ryan n'avait pas été bon du tout. Je pense vraiment que, et là, ça se confirme avec les outillés, mais c'est en train de un petit peu s'améliorer. On a vu Jordan Morgan être guard l'année dernière, là, être mis en tant que left tackle. Et on a vu leur jeune recrue de la draft, il s'appelle comment Jagger Burton. Antonio. Ah, celui-là. Oui, Jagger Burton, déjà être dans l'équipe 1, dans les entraînements. Donc, pour moi, certes, c'est un coaching staff qui se fait beaucoup critiquer, mais pour moi, je pense qu'ils ont de quoi ressortir la tête de l'eau et que ça aille mieux côté Packers. Ouais, je pensais que tu parlais de Anthony Belton qui s'avait drafté l'année dernière. Dans lui, comme il a. Il était censé être le successeur de Rashid Walker, mais du coup, Voilà. on verra bien comment ça va se dessiner. Mais c'est vrai que historiquement, les Packers ont eu tendance à juste mettre les 5 meilleurs linemen sur le terrain et décider ensuite de qui occupera quel poste. Mais voilà, il y a souvent pas mal de remaniements et ils s'en fichent un petit peu de quel poste ils jouaient en college football. Eux, ce qui les intéresse, c'est des bons linemen, peu importe à quelle place ils jouent. Et pour l'instant, ça n'a pas trop mal marché pour eux. C'est pas une équipe qui a eu une mauvaise ligne, hormis l'année dernière où c'était un petit peu moins bien. Ouais. Et au niveau de la free agency, il y a eu quand même pas mal de départs, puisque Malik Willis a rejoint les Dolphins, même s'il était quarterback 2, il a bien dépanné sur les quelques matchs où ils ont eu besoin de lui. Romeo Doubs et Dontavion Wicks, donc les deux receveurs 3, on va dire, 2 ou 3 des Packers qui s'en vont. Donc Matthew Golden va avoir un rôle plus important a priori cette année. Il y a aussi Quay Walker qui est parti, titulaire dans leur défense au poste de linebacker. Elton Jenkins qui est parti au poste de centre. Rashid Walker aussi sur la O-line. Kingsley Enagbare qui était edge rusher de rotation qui est parti aussi. Et au niveau des arrivées, c'est un peu plus maigre puisqu'il y a Javon Hargrave, le vétéran défensif tackle, qui les rejoint. Zaire Franklin au poste de linebacker, pareil, un gros vétéran qui était chez les Colts. Et Benjamin Saint-Just au poste de cornerback, d'ailleurs, qui était un poste de gros besoin pour les Packers depuis quelques saisons. Idem pour les Vikings d'ailleurs. Mais ça n'a pas l'air d'être leur grosse priorité. Ils ont quand même sélectionné Brandon Cissé à la draft, avec leur premier choix qui était au 2e tour. Mais ce n'était pas un joueur que personnellement j'aimais particulièrement beaucoup. Donc on verra ce que ça donne. Personnellement, j'ai pas trouvé que l'intersaison des Packers avait fait rêver vraiment. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même, ils ont plus perdu qu'ils n'ont gagné. Donc à voir, mais je suis pas convaincu. Alors, j'ai un big warning à dire. C'est que Benjamin Saint-Just, c'est vrai que chez les Commanders, il ne faisait pas rêver. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas été re-signé, qu'il a été signé chez les Chargers pour pas un énorme contrat. Mais ce que j'ai vu de lui à partir du moment où il a été titulaire chez les Chargers, il m'a vraiment montré de très bonnes tapes. Franchement, il est en train de s'améliorer petit à petit. Donc,
Moi, je dirais pas que c'est la signature du siècle non plus. Faut pas déconner non plus. Mais je pense que vu ses améliorations, je pense qu'il peut tout à fait être cornerback 1 voire 2 pour les Packers et être assez dans la médiane, quoi, être bon. Donc voilà, je pense aussi qu'avec quand même Micah Parsons, après, je ne sais pas si là il est à 100% ou quoi, mais je pense qu'il va l'être au bout d'un certain temps. Je crois qu'il va Et, rater le premier mois peut-être. En tout cas, il va rater quelques semaines, c'est sûr. Mais il devrait arriver quand même en début de saison relativement sur le terrain. ouais, oui, oui, ben, donc ça veut dire qu'ils vont l'avoir au bout du 4 ou 5e match. Lucas Van Ness, moi je suis pas hyper fan, mais apparemment comment dire, il s'est beaucoup amélioré de ce qu'il ressort, quoi. Donc, je me dis, pourquoi pas cette défense avec un très bon DC, un très bon coach de cornerback slash secondary, toujours avec Xavier McKinney, tout ça. Je pense que la défense peut vraiment être pas un problème pour cette équipe-là. Ça va être au niveau moi, je pense que ça va se jouer au niveau de l'attaque et de la protection de Jordan Love. Donc, de savoir s'il est bien protégé ou pas. Ouais, surtout que Josh Jacobs, on a vu, il y a eu des petits soucis de comportement pendant l'intersaison avec la justice. Donc, à voir s'il y a une suspension ou pas. Et de toute façon, il est plus tout jeune non plus. Il est encore largement apte. Il est avant les 30 ans, donc ça va. Mais il est plus en début de carrière, quoi. Donc, les jambes commencent à être fatiguées, surtout qu'il a eu beaucoup de portée chez les Packers depuis qu'il est là. Et comme tu l'as dit, ouais, Benjamin Saint-Just, signature sous-cotée. Et moi, j'aime beaucoup ce joueur parce que Montréal bébé. Donc, voilà. On sera toujours supporter de Ben Saint-Just ici. Et ouais, je te rejoins. Moi, je pense que c'est une équipe qui peut largement tirer son épingle du jeu dans cette conférence et qui peut. Moi, je les vois finir premier ou deuxième. J'aurais plutôt dit deuxième, avec un bilan autour de allez, 11 victoires pour Jordan Love et compagnie. Donc, ouais, je pense que ça pourrait être une belle saison pour les Packers. Je te rejoins. Je pense qu'ils vont un peu souffrir du fait que Micah Parsons ne soit pas là lors de leur premier mois. Mais comme toi, entre 10 et 12 victoires, 12, c'est vraiment, je pense, le grand max. Je ne les vois pas aller au-dessus. Mais entre 10 et 12, je trouve qu'ils sont dans le range. Et comme tu as dit, je pense qu'ils seront second de la division. Voilà, Ouais. pour la En seconde plus, fois leur consécutive. groupe on a parlé de leur secondary qui était pas leur plus grande force, mais mine de rien, leur groupe de safety avec Xavier McKinney, Evan Williams et Javon Bullard dans le slot, c'est vraiment loin d'être horrible. Donc, Et Jerin Cooper aussi dans le mid. Cooper au poste de linebacker qui est très très bon en couverture. Donc, ouais, c'est pas déconnant. Bon, ben voilà, on a été bon. Tristan, ben, je te laisse un peu parler sur la quatrième équipe, les premiers avec 11-6. Une équipe qui a fait sensation, vraiment. Et j'ai l'impression que la sauce Ben Johnson a fonctionné de suite. Ouais, mais ça, nous, on avait peu de doutes, hein. Franchement, quand on a vu l'intersaison des Packers, des Bears, pardon, après l'arrivée de Ben Johnson, où Ryan Pauls n'a pas eu le choix. Ben Johnson est arrivé, il a dit on va renforcer la ligne offensive. Ryan Pauls a dit oui, oui, t'inquiète. Il a dit non, non, on va renforcer la ligne offensive. Et ils ont signé Joe Tooney, ils ont trade pour Jonah Williams. Non, pas Jonah Williams, comment il s'appelle? Ils ont trade Jonah pour Jonah Jackson. Williams pour Joe Tooney et ils ont fait venir Drew Dalman Voilà. en free agency. Et Drew Dalman, malheureusement, a pris sa retraite au bout d'une saison, mais ils ont signé Garrett Bradbury et ils ont surtout drafté un centre très très athlétique d'Iowa qui s'appelle Logan Jones au deuxième tour, qui pourrait bien matcher avec le système de, de, de Ben Johnson offensif. Donc, on s'y attendait personnellement à ce que l'offense marche, surtout que Caleb Williams, même si il avait montré des failles pendant sa saison rookie, il avait aussi montré des très très belles choses. Et ça a été le cas l'année dernière, hein. Il y a eu pas mal de. Enfin, ça n'avait pas été le QB qui a eu le plus haut taux de complétion, mais au final, pas beaucoup de déchets, très peu de sacs encaissés pour Caleb Williams. Il a aussi été redoutable à la course.
et finalement, une plutôt bonne saison sophomore, pour, l'ancien, first round pick first overall pick même, je dirais, des Bears. Le gros point d'interrogation pour moi, ça va être la défense, puisque l'année dernière, ils ont quand même pas mal, vécu sur leur turnover et c'est quand même, un aspect du jeu qui est difficile à répliquer d'année en année et je suis pas sûr qu'ils arrivent à avoir autant d'interceptions qu'en 2025 et donc ça enfin, pour que la défense s'améliore, ça va devoir passer par, une amélioration de la défense contre la course et donc de la D-line, surtout et ça, j'avoue que c'est encore peut-être le plus gros point faible des Bears. Je te rejoins, je pense qu'on va pas s'en faire en termes d'attaque parce que vu tous les joueurs qu'il y a, qui sont pas du tout dans leur prime, je pense à des Romeo Odounze, Caleb, que Caleb Williams, il est pas du tout dans son prime, c'est que sa seconde saison, il est encore très jeune. Tu as, le tight end, Colston Loveland, Colston Loveland, ben, ça va être son année sophomore. Luther Burden Ensuite, aussi. Luther Burden, enfin, ils ont vraiment de quoi. Moi, je les vois pas être moins bons. Et même, je pense à l'inverse, je pense qu'ils vont être même meilleurs. C'est juste comme tu as dit, le fait qu'en défense, il va falloir être un peu plus solide quand même. Ils ont pris Kobe Bryant et Dylan Tillman à la draft, donc une paire de safety qui, franchement, peut vraiment fonctionner ensemble et surtout à long terme parce qu'ils sont très jeunes. Il y en a un, il y en a un, il doit avoir vers les 25-26 ans, l'autre, il doit avoir, s'il s'est fait drafter cette année. Donc ouais, je ne retirerai rien à ce que tu as dit. Voilà. Ouais. Au niveau des arrivées et des départs, du coup, on a parlé de Drew Dalman qui a pris sa retraite et l'autre gros départ, c'est celui de DJ Moore, qui a été trade chez les Bills de Buffalo. Et sinon, il y a Tremaine Edmunds qui est parti, Jaquan Brisker, Kevin Byard, donc 2 safety, CJ Gardner-Johnson en 3e safety et Nahshon Wright qui a signé chez les Jets après sa saison, à 5 interceptions, il me semble, que pas grand monde avait vu venir. Et au niveau des arrivées, Kobe Bryant, tu en as parlé, Dylan Tillman à la draft, tu en as parlé, Logan Jones, on a mentionné aussi, Neville Gallimore, defensive tackle, qui était chez les Patriots, si je dis pas de bêtises, ou chez les Texans, je sais plus. Ouais, je me souviens plus du tout. Mais du coup, petite signature potentiellement sous-cotée pour renforcer la défense contre la course. Et du coup, ouais, il y a pas mal de départs, mais en vrai, une intersaison, je dirais une bonne free agency, une plutôt bonne draft avec Sam Rauch, un profil de tight end, très, très porté sur le blocking, qui devrait, bien trouver une place, aux côtés de Colston Loveland et Zavion Thomas, un receveur, pareil, que moi je m'attendais pas à le voir partir aussitôt et bah, il pourrait trouver un rôle, dans cette attaque. Donc ouais, franchement, pas grand-chose à dire, pour les Bears, hein, si ce n'est que, va falloir améliorer la défense et bah, il y a eu un changement de coordinateur offensif puisque Declan Doyle, est passé de coordinateur offensif chez les Bears à coordinateur offensif chez les Ravens. Mais c'est possible parce que normalement, il y a pas de changement horizontal, enfin de comment dire? Si tu n'es pas viré, tu peux pas prendre le même poste ailleurs. Mais comme il n'appelait pas les jeux chez les Bears, puisque c'est Ben Johnson qui s'en occupait, c'est pas considéré comme un changement de poste horizontal, puisque chez les Ravens, il aura le rôle de play caller. Donc c'est Press Taylor qui prendra sa place. Je peux pas vous dire grand chose de plus, je connais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'il n'aura pas non plus beaucoup trop de responsabilités puisque bah, c'est Ben Johnson qui est le principal architecte de cette attaque. Oui, cette équipe-là, voilà, il y a aussi Jordan Vandenberg, que beaucoup Ah de oui, gens aimaient bien. Du coup, ils ont drafté ce joueur-là. Sachant que la D-line est un peu vieillissante, tout ça, je pense qu'ils font ça pour un peu pour qu'il soit starter dans les prochaines années. Sinon, les Bears, franchement, il y a rien d'autre à dire de plus, sauf le fait que c'est juste une jeune équipe qui ont fait une très bonne saison 2025 et que soit toi ou moi, on ne les voit pas ralentir vraiment, quoi. mmh mh.
Parce qu'en plus, ils ont eu plutôt un calendrier. Ils n'ont pas eu un calendrier si facile que ça, hein. Il a fallu aller jouer chez les Eagles, chez d'autres équipes comme ça vraiment fortes. Donc ouais, je pense qu'on est juste qu'au début d'une belle épopée entre ce trio, pas ce trio, mais ce duo coach QB, donc Caleb Williams ainsi que Ben Johnson. Moi, je les vois premier de la NFC Nord avec un truc style 12 victoires, voire peut-être 13, voire même, je pense que c'est une équipe que j'ai pas de mal à, si tout clique bien, en 14-3, allez, pourquoi pas, même si c'est quand même dur. Durant ces dernières années d'être à 14-3, on a quand même vu une équipe comme les Denver Broncos le faire. Donc, je vois pas pourquoi les Bears pourraient pas faire ça. Je crois vraiment en leur projet. Depuis que Ben Johnson est arrivé, j'y crois dur comme fer et je pense même que c'est un très bel outsider pour pouvoir jouer une finale de conf potentiellement. Euh, Parce qu'il y a toujours quand même les Eagles, les Rams et les Seahawks, mais je pense que je les vois comme la quatrième tête de cette conférence-là. Ouais, et moi je les mettrais peut-être même devant les Eagles en NFC. Mais je te rejoins dans l'ensemble pour dire que c'est une très très belle équipe. Je ne les vois pas non plus ralentir et je vais miser sur un ouais, 11-6 minimum, mais plutôt 12-5, voire 13-4. Mais bon, peut-être pas 14-3, je dirais pas jusque-là. Mais je dirais, allez, 12-5. 12-5, c'est un bon objectif pour la saison régulière, pour les Bears. Euh, bah, Comme on a dit, va falloir améliorer la défense. Mais hormis ça, notamment la défense contre la course. Mais à part ça, ça devrait bien rouler. Oui, voilà. Et en tout cas, on leur souhaite bon courage à ces quatre équipes, car la division va, encore une fois, ils vont se taper dessus. Donc voilà. On sait que aussi il y a beaucoup de fans de ces quatre équipes-là en France. Donc voilà. Donc nous vous saluons et on vous souhaite bon courage. Tu as quelque chose d'autre à dire sur ces Bears? Non, 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 que Dieu vous garde tous autant que vous êtes, fans de NFC North et fans d'autres équipes. Merci d'écouter le podcast ou la vidéo si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un commentaire comme d'hab, un petit like, partager la vidéo, ce que vous voulez. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode de la preview, puisqu'on a déjà fait la moitié des divisions normalement. Voilà, exactement. C'est la moitié et l'autre moitié, elle va sortir incessamment sous peu. Voilà. Merci Tristan encore une fois et à la prochaine pour une autre preview. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.